Si je regarde sur ma chaîne, les cours qui enregistrent jusqu'à l'instant le plus de vues, ce sont des cours de comptabilité générale que j'ai postés il y a 3 4 ans d'ici, avec des vues qui dépassent 200 000 vues pour ces 3 premiers cours. Ce n'est qu'à la 5e position qu'un autre thème, une autre matière intervient dans le classement par les vues. La macroéconomie avec 134 000 vues. Eh bien, je vais rafraîchir un petit peu ces cours qui marchent bien sur ma chaîne. J'essaierai de les adapter, de les améliorer et de vous les présenter d'une autre manière, peut-être plus attractive et plus pédagogique. Ces premiers cours commencent à dater un petit peu. La première qui marche sur ma chaîne date de 4 ans, la deuxième il y a 3 ans et puis 2 ans, 3 ans et 2 ans. Et celle sur la macroéconomie il y a 1 an. Peut-être qu'un jour prendra le dessus. J'essaierai de rafraîchir un petit peu ces cours de comptabilité. Je vais revoir le contenu aussi pour l'adapter, le corriger peut-être s'il y a des erreurs et l'améliorer aussi avec des nouvelles matières. Bien sûr, j'essaierai de couvrir le maximum de matières et en partant comme d'habitude des bases essentielles, indispensables pour comprendre et avancer en comptabilité. Et je regrouperai ces cours dans une nouvelle playlist et je classerai bien sûr ces cours de manière à ce que votre apprentissage soit progressif en partant de zéro connaissance et en arrivant au final à une compréhension, je l'espère bien, approfondie de la matière. Et comme ça, vous allez avoir une sorte d'escalier qui va vous faire monter vers des connaissances approfondies. Pour cela, il suffit de suivre depuis le départ et interagir. Si vous ne comprenez pas quelque chose, j'essaierai au maximum de répondre à vos questions. D'ailleurs, en parlant de ces questions, il y a une question qui revient très souvent dans les cours précédents. Est-ce que ces cours restent valables pour d'autres pays à part la Belgique? Ma réponse, bien sûr, c'est un grand oui. Alors, pourquoi ces cours sont valables dans n'importe quel pays? Parce que simplement, je ne traite pas dans ces cours des détails spécifiques à un pays particulier, mais simplement les bases essentielles qui permettent de comprendre les grandes lignes de la comptabilité dans sa version harmonisée. Que vous soyez en France, au Canada, en Belgique, au Maroc, en Algérie ou peu importe, ces cours vont vous aider à comprendre la comptabilité dans votre pays. Peut-être que plus tard, quand j'avancerai davantage dans cet escalier, je serai obligé d'aborder quelques cas spécifiques à un pays particulier et dans cette situation, je vais bien le préciser. Et même dans ce cas, ce qui m'intéresse davantage en fait, c'est la logique des choses. Et cette logique des écritures comptables est applicable dans n'importe quelle comptabilité. Bien, pour ce premier cours, je vous explique l'idée principale derrière la comptabilité. Il s'agit avec des mots simples de la valeur des moyens et des résultats d'une entité. Vous créez une entreprise, l'idée principale de la comptabilité, c'est de suivre la valeur de cette entreprise, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et comme l'évaluation de toute chose est très relative et peut varier d'un point de vue à l'autre, cette évaluation doit se faire suivant des règles bien précises fixées par la loi comptable. Et de cette manière, toutes les entreprises doivent se soumettre à la même procédure d'évaluation de leur patrimoine. Et si on veut avoir une trace de l'évolution de la comptabilité, on peut remonter plus loin dans l'histoire. On peut avoir des applications de la comptabilité depuis l'Antiquité avec des formes différentes et non harmonisées. Et dans cette évolution de la comptabilité, on se dirige de plus en plus à des formes ou bien des normes comptables harmonisées, applicables d'une manière similaire à l'international. Je vais vous donner quelques dates clés de l'évolution de la comptabilité à partir de la date de la naissance de la comptabilité en partie double, inventée en 1494 par le moine italien Luca Pacioli. Je vais faire vite cette petite partie, car je sais que vous attendez avec impatience la comptabilité proprement parlée. Et puis par la suite, en 1581, la première société de comptables a eu lieu. L'obligation de tenir une comptabilité remonte à 1673 par Jean-Baptiste Colbert. Et puis vous avez la création en
1881 pour la première fois en France de la société de comptabilité. La création par la suite du premier plan comptable général en France en 1947. Et puis les premières tentatives de l'harmonisation à l'international, ça a été fait en 1973. Mais l'application de ces règles à l'époque était très limitée. Et la poursuite de cette harmonisation a donné naissance en 2002 aux normes comptables internationales IFRS. Au Canada par exemple, on a adopté ces règles en 2011. Et l'application de ces règles à l'international devient de plus en plus une nécessité car ça permet d'évaluer de la même manière toutes les entreprises, peu importe où se trouve cette entreprise. Cela permet bien sûr de donner une image plus fidèle à l'évaluation des entreprises à l'international. Bien, je vous explique d'abord comment la comptabilité procède d'une manière générale à l'évaluation de l'entreprise. Vous avez ici en image un exemple d'une entreprise. Tout ce que possède l'entreprise doit être évalué. Ce bien immobilier doit être évalué. Ce qu'il y a à l'intérieur doit être évalué. Par exemple, des marchandises doivent être évaluées. Cette machine doit être évaluée. Cette camionnette doit être évaluée. Waouh, c'est quoi cette camionnette? Je vais prendre une autre. Voilà, celle-là est plus moderne. Ça, c'est un camion. Ouais, mais ça... Eh bien, même l'argent qu'il y a à la caisse ou à la banque doit être compté. La question qui se pose naturellement dans cette situation, c'est de quelle manière on va évaluer tous ces éléments-là que l'entreprise possède. Eh bien, en comptabilité, on se pose la question de où vient en fait tous ces biens que l'entreprise possède. Et donc, ce qui permettra d'évaluer tout ce patrimoine de l'entreprise, c'est simplement les ressources mobilisées pour acquérir tout ce patrimoine. Et donc, on va se baser sur une comptabilité en double partie. Vous avez dans une partie les ressources financières utilisées pour acquérir tout le patrimoine et vous avez dans l'autre partie toute l'utilisation de ces ressources financières. Et donc, logiquement, on doit toujours avoir une égalité entre ces deux parties. De cette manière, on garde trace de toutes les ressources utilisées dans l'entreprise, mais aussi de la manière dont on a utilisé les ressources en question. J'aimerais bien vous donner une question de réflexion à ce stade. Est-ce que, par exemple, si vous avez deux entreprises avec exactement le même patrimoine que je vais illustrer sur cette image. Et donc, vous avez exactement la même chose. Deux entreprises exactement avec la même chose à l'actif. Est-ce que pour autant que l'évaluation du patrimoine de l'entreprise A est le même que l'évaluation du patrimoine de l'entreprise B? Logiquement, bien sûr, vous allez répondre oui, puisque chaque entreprise possède la même chose. Mais pratiquement, on ne peut pas avoir la même évaluation de ces deux entreprises. Je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez par exemple que l'entreprise A, pour acheter tout ce qui est à l'actif, a mobilisé, on va dire, 200 000 euros. Alors que la deuxième entreprise a mobilisé 150 000 euros. Parce que, par exemple, elle a bien négocié pour acheter ce camion, pour acheter cette usine, cette machine, etc. Et donc, en comptabilité, on ne s'intéresse pas proprement parler à l'évaluation juste d'un patrimoine, mais plutôt à refléter une image fidèle de l'utilisation de ces ressources qui doit apparaître clairement à l'actif. Là, je vous parle déjà de la notion de l'actif. En fait, cette colonne où il y a les ressources financières mobilisées, on la nomme passif. Et cette autre colonne où il y a l'emploi de ces ressources, on l'appelle actif. Et ces deux colonnes ensemble, ça représente ce qu'on appelle un bilan comptable. Et l'idée d'un bilan comptable est très simple. Vous avez d'un côté tout l'argent utilisé par l'entreprise et vous avez de l'autre côté la manière par laquelle cet argent est utilisé dans l'entreprise. Et chaque entreprise qui arrive à une certaine taille a l'obligation de publier son bilan qui doit refléter avec une image fidèle l'utilisation des ressources financières et la manière par laquelle ces ressources sont utilisées. Pour résumer, ce que j'aimerais bien que vous gardez à l'esprit pour l'instant, c'est qu'un bilan comptable est composé de deux colonnes. Dans la première colonne, on a les ressources financières utilisées par l'entreprise pour financer son projet et à l'actif, on fait apparaître ce projet ou bien l'emploi de ces ressources d'une manière claire et détaillée. Avant de vous parler du détail de ce passif et de cet actif,
Je pense que dans un premier temps, garder une image globale de ce que ça représente un bilan comptable va vous clarifier et simplifier énormément la compréhension de ce qui va suivre. Alors, d'une manière générale, une fois cette entreprise est installée, sa mise en marche nécessite la consommation des ressources. On payera par exemple de l'électricité, la facture d'eau, du gaz, etc. L'entretien des machines, paiement des salaires de ceux qui travaillent dans cette usine, eh bien toute cette perte de valeur pour l'entreprise, ça représente des charges qui réduisent la valeur de ce patrimoine. Mais en même temps, toute cette consommation effectuée de ce patrimoine est faite dans un seul objectif, qui est la production de biens et services que l'entreprise va mettre sur le marché, dans l'espoir de générer plus d'argent que cette consommation en question. Alors cette perte de valeur de ce patrimoine à la suite de cette consommation, ça se nomme les charges et les revenus attendus à la suite de vente de biens et services sur le marché, ça s'appelle des produits. Et tout projet d'entreprise espère générer plus de produits que de charges pour réaliser des bénéfices. Et donc, globalement, à la fin de l'année, les produits moins les charges doit donner comme résultat un bénéfice qui s'ajoutera à ses ressources et donc que l'entreprise peut réinvestir à l'actif. Et ainsi de suite, l'année prochaine, on espérera avoir plus de bénéfices qui s'ajouteront aux ressources de l'entreprise, ce qui va faire agrandir ce patrimoine et puis espérer encore générer davantage de bénéfices, ainsi de suite. Ça, c'est l'image globale que j'aimerais bien que vous gardez à l'esprit pour bien suivre le reste de ces cours. Bien, maintenant je vais vous présenter les classes du passif et de l'actif avec un peu plus de détails. Je vais vous rappeler rapidement et simplement que le passif, c'est les ressources financières dont dispose l'entreprise pour faire fonctionner son activité et l'actif détaille ce qu'on fait avec cet argent. Je vais d'abord commencer par le passif. Dans ces ressources financières, on doit séparer entre deux types de ressources. Vous avez les capitaux propres. Ces capitaux propres, c'est de l'argent qui appartient aux propriétaires de l'entreprise. Et puis vous avez la deuxième catégorie des ressources, représentée en général par les dettes. Alors, si les capitaux propres appartiennent aux propriétaires, les dettes, c'est tout l'argent qui vient des autres personnes morales ou physiques qui ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Cette séparation est intéressante, je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Et dans ces dettes, on peut distinguer entre deux types de dettes selon la durée de remboursement. Vous avez tout ce qui est dette de long terme et vous avez des dettes de court terme. Le long terme, c'est plus d'un an et le court terme, c'est moins d'un an. Voilà, on va résumer un petit peu ces grandes catégories du passif. En première position, on a les capitaux propres et puis vous avez les dettes à long terme et au final, les dettes à court terme. Avant de passer à l'actif, il faut bien saisir pourquoi cette distinction entre ces trois types de ressources. Je vais mettre quelques chiffres dans cette situation. On va dire par exemple que les capitaux propres sont de l'ordre de 100 000 euros. La dette à long terme, on va dire 20 000 euros. Et la dette à court terme, 10 000 euros. Et donc, les capitaux propres appartiennent aux propriétaires de l'entreprise. La dette à long terme, ça vient principalement des institutions financières. Et les dettes à court terme, c'est tout l'argent que l'entreprise doit payer à court terme. Ça peut être une taxe à payer à l'État, ça peut être une facture à payer à un fournisseur, ça peut être des salaires à payer aux travailleurs et ça peut être aussi des dettes à court terme à rembourser à la banque. Après, on peut avoir des détails de chacune de ces grandes catégories. Mais pour le moment, on va garder cette structure globale du passif afin de bien comprendre et saisir la différence qu'il y a entre ces trois grandes catégories. Alors tout cet argent-là mis à disposition de l'entreprise va être investi et cet investissement apparaîtra à l'actif. Et là aussi, vous allez avoir deux grandes catégories.
Vous avez en premier lieu l'actif immobilisé et puis vous avez tout ce qui est actif circulant. Alors la différence qu'il faut faire entre ces deux actifs, c'est que à l'actif immobilisé, on va avoir tous les biens durables que l'entreprise va utiliser sur une longue période et tous ces biens qui se trouvent à l'actif immobilisé gardent une certaine valeur dans l'entreprise. Ce qu'il faut retenir par rapport à l'actif immobilisé, c'est qu'il s'agit de biens qui sont par définition destinés à rester dans l'entreprise pour une longue durée. Et donc les autres biens que vous allez avoir à l'actif circulant sont destinés plutôt à être consommés pendant l'année. Comme par exemple les matières premières, les marchandises et l'argent qui circule aussi bien à la banque qu'à la caisse et les créances, c'est-à-dire les factures qui ne sont pas encore réglées par les clients. Tous ces éléments-là ont un caractère circulaire dans l'entreprise et donc on les classe dans l'actif circulant. Une question à ce stade qui se pose très régulièrement, c'est comment distinguer en fait cet actif circulant des charges de l'entreprise. Je vais vous clarifier en détail cette distinction qu'il faut faire entre l'actif circulant et les charges. Pour le moment, ce qu'il faut bien comprendre rapidement, c'est que tout ce qui est inscrit aux charges de l'entreprise représente une perte de valeur du patrimoine de l'entreprise. Je vais revenir en détail à cette question de distinction entre actifs circulants et charges un peu plus tard, mais pour le moment, ce que j'aimerais bien que vous captez, c'est l'utilisation correcte de ces différentes catégories. Et pour cela, on va faire quelques exercices basiques. Je vais vous présenter quelques exemples de l'utilisation de tout cet argent qui se trouve au passif. Imaginez dans un premier temps, par exemple, que cette entreprise ne fait rien avec cet argent, c'est-à-dire que l'entreprise dépose simplement à la banque toutes ses ressources financières de 130 000 euros. Alors dans ce cas, on va avoir à l'actif simplement la banque 130 000 euros. Si l'entreprise achète un bâtiment, on va dire à 110 000 euros, vous allez avoir à l'actif immobilisé 110 000 euros et ce qui reste va être déposé à la banque 20 000 euros dans ce cas. Imaginez cette fois-ci que l'entreprise achète des marchandises, on va dire à 10 000 euros. Dans ce cas, on va réduire la valeur de la banque de 10 000 euros. Ce qui restera, c'est 10 000 à la banque et 10 000, c'est la valeur des marchandises achetées. Alors, il faut bien comprendre que cette opération que je viens de faire n'est valable que dans le cas où ces marchandises restent en stock à la clôture des comptes à la fin de l'année. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que ces marchandises ont été vendues pendant l'année, alors à ce moment-là vont être inscrites aux charges de l'entreprise. En fait, il faut savoir qu'un bilan comptable s'établit à des moments bien précis dans l'année. Si on suppose que l'entreprise établit le bilan au 1er janvier et donc l'entreprise établit à la fin de l'année un nouveau bilan appelé bilan final, qui va constituer le bilan initial de l'année suivante. Quand l'entreprise achète des marchandises, on va dire à un certain moment sur cette année, on inscrit ces marchandises comme charge et non pas comme actif circulant. Car tout simplement, ces marchandises achetées sont destinées à être vendues et donc naturellement, on les inscrit comme charge parce que ces marchandises vont sortir du stock et vont aller aux clients. Et donc en comptabilité, on va vérifier la valeur de ces charges à la fin de l'année avec ce qu'on appelle l'inventaire. Il s'agit d'évaluer tout simplement les dettes et les valeurs à l'actif de l'entreprise, et particulièrement le stock de marchandises. Si à la fin de l'année, ces marchandises restent toujours en stock, alors on doit les inscrire à l'actif circulant. Ces noms vont être comptabilisés comme charges et vont contribuer au calcul du résultat de l'entreprise. Maintenant, pour bien maîtriser ces grandes catégories du bilan, à savoir l'actif immobilisé, l'actif circulant, les capitaux propres, les dettes à long terme et les dettes à court terme, je vais vous présenter plusieurs exercices, comme celui-là par exemple, où vous allez chercher à placer ces éléments
dans la catégorie adéquate du bilan. Je vous donnerai d'autres exercices un peu du même style, mais avec une variété d'emplois et de ressources pour que vous puissiez bien classer les différents éléments de la vie de tous les jours d'une entreprise dans les différentes classes du bilan. Et plus vous allez vous entraîner avec ces différents exercices, plus ces différentes catégories du bilan deviendraient très claires pour vous. Alors bien sûr, si vous appréciez mes efforts, merci de lâcher un like, ça me fait plaisir. Sinon, c'est pas grave, tu peux rester aussi. Il n'y a aucune obligation, bien sûr. Moi-même, je like rarement les vidéos. Pour plus de clarté dans ces exercices, je vais adopter exactement ce même bilan précédent. Et puis, par la suite, je retire ces différents éléments de ces exercices pour les classer dans notre structure bilantaire d'avant. Je commence d'abord par l'apport personnel. L'apport personnel, c'est simplement l'argent qu'apportent les propriétaires pour créer leur entreprise. Et donc, cet argent-là doit être classé sous les capitaux propres. L'apport personnel doit se classer sous la catégorie capitaux propres. Car par définition, les capitaux propres, c'est l'argent qui appartient aux propriétaires de l'entreprise. Maintenant, je vais passer au deuxième élément qui est l'entrepôt. D'abord, il faut savoir est-ce que c'est un passif ou un actif. Ça ne peut pas être un passif parce que c'est quelque chose que l'entreprise a mis en place, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été financé par les ressources de l'entreprise, à savoir les capitaux propres et les dettes. Donc, il s'agit bien d'un élément d'actif. Est-ce que c'est un actif immobilisé ou un actif circulant? Un entrepôt, c'est un bien durable qui garde une valeur dans l'entreprise sur une longue durée et donc ce n'est pas quelque chose qui est destiné à être vendu. Donc, il ne s'agit pas d'un actif circulant, mais bien d'un actif immobilisé. La même logique peut être utilisée pour un matériel industriel. Il s'agit d'un actif immobilisé. Maintenant, l'emprunt auprès de Dexia, il s'agit bien d'une ressource pour l'entreprise, donc on doit le trouver au passif du bilan. Il ne s'agit pas de capitaux propres, mais bien des dettes à long terme que l'entreprise utilisera principalement pour financer son investissement. Donc, l'emprunt auprès de Dexia, on va le classer au niveau dette à long terme. Matériel de transport, il s'agit d'un bien durable qui garde une valeur dans l'entreprise. Donc, actif immobilisé. Mobilier, pareil, actif immobilisé. Stock de matières premières est destiné à fabriquer des produits finis qui sont destinés à leur tour à être vendus sur le marché. Donc, il s'agit bien d'un actif circulant. Dépôt à Dexia, il s'agit bien de l'argent déposé à la banque, donc c'est un emploi et c'est un actif circulant. Pareil pour dépôt en caisse, c'est un actif circulant. L'une des questions qui se pose par rapport à ces deux éléments, à savoir l'argent que l'entreprise possède sur un compte bancaire ou à la caisse, pourquoi on ne les classe pas dans les ressources de l'entreprise puisque c'est de l'argent qui va être utilisé dans l'entreprise? La réponse à cette question est très importante car on peut très bien avoir cette confusion entre emploi et ressources dans ce cas. En fait, quand on parle de ressources, on parle de l'origine de l'argent qui débarque dans l'entreprise. Par exemple, les capitaux propres viennent des propriétaires. Cet emprunt, c'est de l'argent qui vient de Dexia. Si vous avez par exemple des dettes à court terme dans le bilan, souvent ça porte le nom de l'origine de cet argent. Par exemple, fournisseur, c'est de l'argent qui vient des fournisseurs, c'est-à-dire une dette que l'entreprise doit rembourser aux fournisseurs. Mais si on revient à ces deux éléments, dépôt en banque et en caisse, est-ce que vous pouvez préciser l'origine de cet argent? Ne me dites pas que ça vient de Dexia parce que ici Dexia c'est la banque de l'entreprise et l'entreprise peut très bien déposer sur ce compte aussi bien les capitaux propres, les dettes à long terme et les dettes à court terme.
Pareil pour l'argent en caisse, on ne peut pas préciser l'origine de cet argent. Donc, il s'agit de l'argent qui vient de quelque part des ressources de l'entreprise. En d'autres termes, ces deux éléments-là, c'est-à-dire l'argent que l'entreprise n'a pas utilisé proprement parlé en achetant quelque chose, représentent quand même un emploi de ressources. D'une manière générale, pour que ce soit plus clair, l'entreprise reçoit une ressource financière. Cette ressource financière, on va la classer au passif selon son origine. Si ça vient des propriétaires de l'entreprise, on la classe au niveau capital de l'entreprise. Sinon, il s'agit d'une dette de l'entreprise envers quelqu'un d'autre qui n'est pas propriétaire. Alors maintenant, cet argent-là qui est inscrit au passif du bilan doit obligatoirement avoir une utilisation au niveau de l'entreprise. Et dans cette utilisation de cet argent, on a le choix entre deux possibilités. Soit acheter quelque chose, et dans ce cas, l'équivalent de sa valeur au niveau actif est représenté par la valeur de l'objet acheté. Et la deuxième possibilité, c'est de faire le choix de garder cet argent sous forme liquide. Et dans ce cas, l'équivalent de cette ressource se trouve soit au niveau de la banque, soit au niveau de la caisse. Voilà, j'espère qu'avec cette explication, vous ne pouvez pas considérer ce qui est à la banque et à la caisse comme une ressource, mais bien comme un emploi. Maintenant, je vais vous donner encore davantage d'exercices. Je vais prendre quelques autres exemples, essayer de les placer dans la structure du bilan. Vous pouvez mettre à l'arrêt la vidéo et essayer de faire cet exercice avant de vous donner les réponses. Je commence par la facture à payer. C'est une facture à payer par l'entreprise à quelqu'un d'autre. En fait, tout ce qui finit par à payer, ça représente pour l'entreprise une dette. Donc, on se retrouve au passif du bilan. Et dans la plupart des cas, les délais des factures ne dépassent pas une année. Donc ici, on est dans une dette à court terme au passif. L'outillage, c'est un emploi et il s'agit d'un actif immobilisé car c'est un bien durable qui va rester dans l'entreprise pour plusieurs années. Pareil pour l'ordinateur, c'est un actif immobilisé. Argent en caisse, c'est un actif circulant. Salaire à payer, c'est une dette de l'entreprise envers ses salariés et ça doit se payer à court terme. Le solde sur un compte bancaire, c'est un actif circulant. Et dette des clients également, c'est un actif, ce n'est pas un passif parce que ici, on ne parle pas d'une dette de l'entreprise, mais bien des clients. C'est-à-dire que c'est les clients qui doivent payer l'entreprise dans ce cas. Et ça, pour l'entreprise, ça représente ce qu'on appelle des créances. Il s'agit de créances à court terme, donc ça doit se classer sous la catégorie actif circulant. Donc ici, on a des créances qui se classent au niveau actif circulant. Voilà, j'espère qu'avec ces exemples très simples, vous pouvez comprendre la distinction entre ces grandes catégories du passif et de l'actif. Je vous laisse quelques autres exercices pour les faire par vous-même. Il s'agit globalement de même type d'exercices. Vous pouvez essayer de les faire et si vous avez des remarques ou questions, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire. Je vais vous présenter maintenant les deux critères pour classer les comptes du passif et les comptes de l'actif. Avant de passer à la suite de ces cours, je vais vous donner la réponse rapidement à ces deux exercices que je vous ai présentés précédemment. Alors, si vous avez fait ces deux exercices, je peux vous laisser les réponses attendues. Alors ça, c'est par rapport à l'exercice numéro 1 et les réponses de l'exercice numéro 2 Oui, j'espère que c'est se clair. présentent de la manière suivante. Voilà pour ces deux exercices. Félicitations si vous avez tout juste. Sinon, ce n'est pas grave. On est encore au début de notre voyage d'apprentissage. Pour vous présenter et expliquer les critères utilisés pour classer les comptes du passif et de l'actif, je vais utiliser cette image d'un bilan comptable. Les critères utilisés, c'est l'exigibilité au niveau du passif et la liquidité au niveau de l'actif. Maintenant, il faut bien saisir ce que cela signifie
Et quel est l'intérêt d'adopter ces deux critères pour le classement? Je commence d'abord par le critère de l'exigibilité. Ce terme peut être défini par le caractère de ce qui peut être exigé. Et comme vous le savez maintenant, le passif du bilan représente toutes les ressources qui sont mises à disposition de l'entreprise, que ce soit par les propriétaires du projet, dans ce cas on parle du capital, ou par les tiers, dans ce cas on parle d'une dette. Dans ces deux cas, il s'agit de l'argent qui est mis à disposition de l'entreprise, mais qui est exigible par leurs propriétaires. C'est-à-dire que tout cet argent-là au passif peut être exigé par leur propriétaire. Celui qui va prêter de l'argent à l'entreprise sous forme de dette peut exiger à une date bien précise de récupérer son argent. Exemple, les salariés exigent leur salaire à la fin du mois. L'État exige le paiement de la taxe à une certaine date bien précise. Les fournisseurs exigent le paiement de leurs factures à une date bien précise. Enfin bref, tout ce que vous avez au passif est exigible à une certaine date. Et donc, on utilise ce critère d'exigibilité pour classer les comptes du moins exigible au plus exigible. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce que l'entreprise doit payer plus tard, on le trouve en première position. Ce que l'entreprise doit payer dans un délai moyen, on va le trouver en deuxième position. Et dans un délai plus court, on le trouve en dernière position. C'est pour ça que vous avez en première position tout ce qui est capitaux propres. D'ailleurs, les capitaux propres, on peut les qualifier de non exigibles, car tout simplement cet argent, cette ressource, doit rester en permanence à la disposition de l'entreprise tant que cette dernière existe. Et même en cas de faillite, c'est la dernière chose que les propriétaires de l'entreprise vont récupérer. Car on commence d'abord à payer les dettes avant de payer le capital aux propriétaires. Et donc les capitaux propres sont en première position, et puis vous avez les dettes à long terme et puis les dettes à court terme. Et ce critère est respecté même pour les comptes de ces différentes catégories. Maintenant, par rapport à l'actif, ce qui est utilisé pour classer les comptes, c'est le critère de liquidité. Ce terme signifie simplement la capacité ou la possibilité pour un actif de se transformer en argent. Et cela peut se faire par l'achat-vente sur le marché. Plus un actif peut se vendre et s'acheter facilement sur le marché, plus cet actif est qualifié de liquide. Comme par exemple au niveau boursier, l'achat-vente des actions qui peuvent s'effectuer instantanément sur le marché. Et à l'inverse, un actif qui ne se vend pas facilement est qualifié de moins liquide. Et donc, au niveau actif, les comptes sont classés du moins liquide au plus liquide. Je pense que pour illustrer tout cela, je vais vous donner un exercice simple. Je garde la même structure du bilan et je vous donnerai par exemple les comptes suivants à classer. Banque, caisse, terrain, mobilier, matières premières, clients, bâtiments. Alors bien sûr, ici je ne prends que les comptes de l'actif. Essayez de classer ces comptes au niveau actif selon le critère de liquidité. La réponse que vous devez avoir, c'est la suivante. Terrain en premier lieu, puis bâtiment, mobilier, matières premières, clients, banque et en dernière position, caisse. Maintenant, si je vous demande de m'expliquer un petit peu ce classement. Par exemple, pourquoi on met terrain d'abord et bâtiment ensuite? En d'autres termes, comment expliquer que terrain est moins liquide que bâtiment? Et de la même manière, pourquoi bâtiment est moins liquide que mobilier? Je vous laisse répondre en commentaire pour ces trois premiers éléments de l'actif. Je suis un peu curieux de savoir ce que vous allez noter. Et moi, je vais vous expliquer le classement des comptes qui restent. La question est d'expliquer pourquoi matière première est moins liquide que client, et client est moins liquide que banque, et la banque est moins liquide que caisse. Je pense que je peux vous expliquer ça d'une manière très simple.
Globalement, l'entreprise, avant de recevoir l'argent, poursuit les étapes que je vais vous présenter. Il y a d'abord l'achat de matières premières, et puis il y a la fabrication d'un produit fini à vendre sur le marché. Une fois ce produit est vendu sur le marché, il y a la facture du client qui va être envoyée, et puis peut-être recevoir l'argent à la banque de cette facture. Et probablement par la suite, on peut avoir la possibilité de recevoir ou bien de retirer cet argent pour l'avoir à disposition au niveau de la caisse. Et dans cette situation, on parle de la caisse et il s'agit bien dans ce cas du compte le plus liquide au niveau de l'actif. Et l'argent que l'entreprise possède sur un compte bancaire est qualifié de moins liquide par rapport à la caisse. Les créances clients encore moins liquides que la banque. Et les marchandises ou le produit fini est moins liquide que les factures ou bien les créances clients. Et de même, les matières premières sont moins liquides que les marchandises aussi. Et cela vous donne bien le classement que vous avez au niveau de l'actif du bilan. Vous avez d'abord les matières premières et puis les marchandises et puis les créances clients, la banque. Et au final, vous avez la caisse en dernière position. Dans l'exercice, il n'y a pas marchandises, mais ce n'est pas grave, j'ai ajouté ce compte. Et on peut très bien expliquer la position des autres comptes en fonction de la liquidité du compte. Mais il faut bien faire attention que ce principe de liquidité est lié aussi à la destination de l'actif en question. J'ai parlé par exemple des actions qui sont par principe très liquides, mais si l'entreprise possède des parts dans d'autres sociétés en termes d'actions, mais que ces actions par exemple sont destinées à rester longtemps dans le patrimoine de l'entreprise, on va les qualifier de moins liquides et donc ça va se retrouver au niveau de l'actif immobilisé. Voilà, c'était juste une clarification entre parenthèses. Maintenant, c'est important de savoir la différence qu'il y a entre un bilan comptable et un compte de résultat. Vous avez un peu la même structure, mais le contenu de ces deux documents n'est pas le même. Je vous présenterai au même temps les confusions les plus fréquentes par rapport aux comptes d'actifs et de charges, mais aussi les comptes de passifs et de produits. En fait, le document de base, c'est le bilan comptable. Et le compte de résultat, ça détaille en quelque sorte l'évolution de quelques éléments dans ce bilan. Je vais vous présenter d'une manière simplifiée d'où vient le compte de résultat à partir d'un bilan comptable. Vous avez par exemple un projet d'entreprise créé par ce petit jeune homme. On va imaginer que la création de cette entreprise nécessite un capital de 20 000 euros. Avec cet argent, ce jeune homme va installer son projet d'entreprise tout doucement en achetant tout le matériel nécessaire pour commencer l'activité et puis mettre sur le marché un produit à vendre. Bien sûr, le but de toute cette installation que vous avez à l'actif, c'est de générer des bénéfices. Imaginez par exemple que ce verre de jus est vendu à 1 euro sur le marché. Alors cet argent généré par cette vente n'est pas le bénéfice, mais ce qu'on appelle un chiffre d'affaires. Pour calculer le bénéfice, il faut retirer de cet argent-là les dépenses supportées pour produire ce jus. Imaginez que la production de ce verre de jus nécessite simplement 50 cents d'orange. Alors, pour calculer le bénéfice, on doit retirer de cet argent-là, qui est le chiffre d'affaires, les 50 cents dépensés pour produire ce jus. Et donc, cet euro sera partagé entre la partie des bénéfices qui vont se joindre à ce capital de cet entrepreneur et la partie des charges qui représentent la perte de valeur de ce patrimoine illustré par la consommation de ces matières premières, à savoir les oranges. Donc, globalement, dans cette situation, 1 euro, ça représente les produits et ce qu'on retire de ces produits, ça représente les charges. Et ce qui reste des produits après avoir retiré les charges, ça représente le résultat. Par rapport à ce terme de résultat, il faut faire attention parce qu'un résultat peut être négatif aussi. Dans ce cas, on parle de perte et quand il est positif, on parle de bénéfice.
Dans cette situation, j'ai pris comme exemple de charge uniquement l'achat de matières premières, à savoir les oranges. Mais on peut avoir plein d'autres types de charges, comme par exemple l'usure qu'on peut constater sur cette machine ou sur cette table, cette chaise, etc. Le paiement des différentes factures d'électricité par exemple, de gaz, chauffage, tout cela représente des charges parce que c'est une perte de valeur de ce patrimoine que vous avez à l'actif. Mais l'essentiel, c'est que cette perte de valeur ne doit pas dépasser le produit qu'on va retirer de la vente du produit final. Dans ce cas, on va arriver à un bénéfice. Sinon, on aura une perte au compte de résultat. En d'autres termes, le compte de résultat n'est rien d'autre que l'évolution en fait des différentes charges constatées à l'actif, mais aussi de la rentrée d'argent par l'entreprise à la suite de sa vente des différents biens et services sur le marché. Ces rentrées d'argent moins les charges supportées, ça vous donne le résultat. Si vous arrivez à générer plus de produits que de charges, à ce moment-là, vous allez avoir un bénéfice. Mais dans le cas inverse, où vous avez plus de charges que de produits, le résultat sera négatif, ce qui se traduit par une perte. Je vais vous présenter quelques éléments qui portent à confusion entre le compte de résultat et le bilan. Vous avez par exemple l'achat de marchandises. Comme vous le savez peut-être, à l'actif du bilan, vous avez un compte marchandises et donc l'erreur qu'on fait, c'est d'aller inscrire achat de marchandises au compte marchandises de l'actif du bilan. Achat de marchandises doit s'inscrire plutôt comme charge au niveau du compte de résultat. Maintenant, il faut bien savoir pourquoi achat de marchandises doit être inscrite comme charge au compte de résultat et non pas au compte marchandises de l'actif. Je vais vous expliquer pourquoi en me basant sur cette situation. On va imaginer que cette entreprise, au lieu de vendre des jus, elle vend des marchandises, des oranges par exemple. Alors ces oranges, ça représente pour l'entreprise des marchandises. Alors comment ça se passe pratiquement cette question d'achat de marchandises? Quand l'entreprise achète des marchandises, on ne les inscrit pas à l'actif mais plutôt aux charges de l'entreprise. Pourquoi on les inscrit comme charges et non pas à l'actif? Parce que ces marchandises sont destinées à être vendues sur le marché et donc à disparaître et ne pas garder de valeur au niveau de l'actif. Ça, c'est l'objectif de la société. Elle achète des marchandises pour les vendre sur le marché et non pas pour rester à l'actif du bilan. Mais alors, vous allez me dire à quoi ça sert le compte marchandises qu'on trouve au bilan. Au niveau de ce compte marchandises qui se trouve à l'actif, on inscrit simplement ce qui n'est pas vendu de ces marchandises achetées. Et comment on peut savoir ce qui est vendu de ces marchandises? Eh bien, cela peut se faire périodiquement par ce qu'on appelle l'inventaire. À la fin de l'année, l'entreprise procède à une évaluation complète de son stock de marchandises pour évaluer ce qui est vendu et ce qui reste en stock de marchandises. Et ce qui reste en stock de marchandises garde une valeur à l'actif. C'est bien cela qui figure au niveau du compte marchandises à la fin de l'année. Imaginez par exemple, l'entreprise achète 2 kg d'oranges. Ces 2 kg d'oranges, on les inscrit comme charge. Et si à la fin de l'année, avec l'inventaire, on trouve que dans le stock de marchandises, il reste 1 kg d'oranges, eh bien dans ce cas, comme charge, on va inscrire que ce qui est vendu. Et à l'actif, on va garder cette valeur de ce qui n'est pas vendu sous le compte marchandises. Et au même temps, on va rectifier avec la variation de stock les charges véritables de l'entreprise. Ce qui va aboutir à la détermination de ce qu'on appelle le coût d'achat des marchandises vendues. Et par cette opération, au niveau des charges, on n'intégrera que le coût véritable des marchandises vendues, ce qui est normal et logique. Si par exemple le coût d'achat de ce kilogramme vendu est 1 euro et que l'entreprise l'a vendu par exemple à 2 euros, ce qui représente le chiffre d'affaires,
À ce moment-là, l'entreprise enregistre un bénéfice de 1 euro. C'est la différence entre 2 euros et 1 euro. Et on ne doit pas faire l'erreur de comptabiliser tout l'achat de marchandises comme charge. Effectivement, au moment de l'achat des marchandises, on les inscrit comme charge, mais à la fin de l'année, on vérifie ce qui est vendu et ce qui n'est pas vendu pour ne comptabiliser que les charges véritables de ce qui est vendu. D'une manière générale, tout ce qui se perd de ce patrimoine, de la valeur de tout ce qui est à l'actif, doit s'inscrire comme charge au compte de résultat. Car c'est avec cette opération qu'on peut calculer le résultat de l'entreprise en réduisant des produits tout ce qui est perdu au niveau du patrimoine. Et tout ce qui garde une valeur dans l'entreprise doit rester à l'actif du bilan. Pour bien maîtriser le fonctionnement du bilan et du compte de résultat, je vais vous donner un exercice pratique. Et en même temps, restez jusqu'à la fin, je vous donnerai une question de réflexion pour tester votre compréhension. J'espère que vous allez répondre tout juste. Imaginez la création d'une entreprise avec un capital de 45 000 euros. Ce capital est une ressource qui doit s'enregistrer au passif du bilan. La loi exige à la création de l'entreprise d'avoir un compte au nom de la société sur lequel on va verser ces 45 000 euros. Vous avez au passif 45 000 euros de ressources sous forme de capital et vous avez à l'actif ce qu'on fait avec ce capital pour le moment, à savoir simplement déposer à la banque cet argent. On va supposer par exemple que cette entreprise, avec ses 45 000 euros, commence à acheter par exemple un bâtiment. Et ce bâtiment est acheté par exemple à 30 000 euros. Donc, à l'actif du bilan, on doit avoir terrain bâti 30 000 euros et ce 30 000 euros, en fait, vient de la banque. On a payé cet argent avec la banque. Donc, la banque ne reste pas à 45 000 euros, mais ça deviendrait 15 000 euros. 45 000 euros moins 30 000 euros, ça fait 15 000 euros. C'est bien ce qui reste sur le compte bancaire de l'entreprise. Et on peut avoir une autre possibilité, c'est de ne pas payer cette facture tout de suite, c'est-à-dire garder l'argent à la banque et avoir une dette fournisseur de 30 000 euros. Fournisseur au passif, ça représente les factures que l'entreprise n'a pas encore payées à la suite de ses différents achats. Et une fois cette facture du fournisseur est payée, cette dette se réduit de 30 000 euros, donc ça va disparaître du passif et la banque va se diminuer de la même somme, 30 000 euros. Donc ce qui restera à la banque, c'est 15 000 euros. Imaginez maintenant que l'entreprise achète du mobilier pour une valeur de 5 000 euros. On suppose qu'il y a un délai de paiement de 2 mois à partir de la date de la facture. Alors, à la suite de cette opération, ce qui va se passer, c'est que la valeur de notre actif va augmenter de 5 000 euros au niveau mobilier et notre passif va enregistrer une nouvelle ressource, c'est la dette fournisseur de 5 000 euros. Puisqu'il y a un délai de paiement et que la facture n'est pas encore payée. Et vous remarquez qu'à chaque modification, vous avez toujours le total passif égal total actif. 50 000 euros de ce côté et 50 000 euros de l'autre côté. En fait, d'une manière générale, pour chaque enregistrement comptable, vous devez avoir une égalité entre le total de ces deux colonnes, le passif et produit, et le total de ces deux autres colonnes, à savoir l'actif et les charges. Pour le moment, on n'a pas encore enregistré de charges ou de produits. Mais ça va venir avec l'évolution des opérations de cette entreprise. On suppose maintenant que l'entreprise veut acheter cette voiture dans le cadre de son activité professionnelle. Mais le prix de cette voiture est 25 000 euros, alors que l'argent disponible à la banque est 15 000 euros. Alors l'entreprise, dans ce cas, essaye d'augmenter les ressources au passif en contractant une dette à long terme, on va dire de 20 000 euros. Donc vous aurez ici deux opérations à enregistrer.
D'abord, la dette à long terme de 20 000 euros et cette dette va être versée sur le compte bancaire qui va s'augmenter de la même somme. Et l'autre opération, c'est d'enregistrer l'achat de cette voiture. On va voir proprement l'impact que toutes ces opérations vont produire sur ce bilan. Par rapport à la première opération, on a une dette à long terme qui va s'augmenter au passif de 20 000 euros. Je vais la mettre après capital pour respecter le principe de l'exigibilité que je vous ai présenté la dernière fois. Et en même temps, à l'actif du bilan, on va avoir une augmentation de la banque de 35 000 euros. Plutôt une augmentation de 20 000 euros, plus les 15 000 euros d'avant, ça fait 35 000 euros. Maintenant, je vais enregistrer l'achat de cette voiture par l'entreprise. Et en comptabilité, tout ce qui roule, ça s'appelle matériel roulant. L'entreprise va avoir une augmentation de son patrimoine à l'actif de 25 000 euros. Et en même temps, notre dette fournisseur, si on suppose que la facture n'est pas payée tout de suite, va s'augmenter de la même somme. 5 000 d'avant, plus les 25 000, ça fait bien 30 000 et non pas 35 000. Je m'excuse pour cette erreur. On suppose maintenant que l'entreprise paye 20 000 euros de sa dette fournisseur, ce qui va ramener cette dette fournisseur à 10 000 euros. Ce qui va ramener aussi la banque à 15 000 euros puisqu'on paye par la banque. Maintenant, on va supposer quelques opérations qui vont impacter le compte de résultat. Imaginez maintenant que l'entreprise commence à acheter des marchandises pour une valeur de 1 000 euros. Alors, au niveau de la comptabilité, est-ce qu'on va enregistrer ce 1 000 euros à l'actif du bilan ou plutôt on va l'enregistrer comme charge au compte de résultat? Bien sûr, la bonne réponse, l'achat de marchandises, il s'agit de charges qui s'enregistrent comme charges au compte de résultat. Et la contrepartie de cet enregistrement aux charges, ça se passe au niveau du passif et plus précisément au compte fournisseur, puisque le fournisseur nous envoie une facture de 1 000 euros. On va donc augmenter cette dette fournisseur de 1 000 euros aussi. Là, je dois préciser une chose importante, c'est que ce bilan-là n'est pas équilibré. Mais par contre, le total de ces deux colonnes est le même que le total de ces deux colonnes. Et c'est bien ça qui peut justifier que vous êtes sur la bonne voie. Parce que à la clôture de ce compte de résultat, on va avoir un bilan équilibré. Bien, on verra ça à la fin de ces opérations. Je vais ajouter encore une autre opération. On va dire la vente de la moitié de ces marchandises au prix de 800 euros. Cette opération va faire augmenter nos produits de 800 euros. Donc, vous allez avoir la vente de marchandises 800 euros au produit. Mais est-ce que c'est la seule opération que vous devez enregistrer? La réponse c'est non parce que le total de ces deux colonnes n'est pas égal au total de ces deux autres colonnes. Et ce qui manque encore à enregistrer, c'est la facture envoyée au client, ce qui va faire augmenter les créances à l'actif de 800 euros. Imaginez maintenant que ce client paye la moitié de cette facture. Cela va réduire les créances clients de moitié et on va augmenter la banque de la même somme, ce qui va ramener ses créances à 400 euros et la banque va s'élever à 15 400. Je pense qu'avec ces différentes opérations, vous avez maintenant une idée comment ça fonctionne ensemble, le bilan et le compte de résultat. Maintenant, à la fin de l'année, qu'est-ce qui va se passer? On doit calculer le résultat et clôturer ce compte de résultat. Et reporter en plus soit le bénéfice ou la perte ici au passif. Et avec cette opération, on aura un bilan bien équilibré. Mais à votre avis, est-ce que cette entreprise réalise un bénéfice ou une perte? Je vous laisse réfléchir par rapport à cette question et j'espère que vous allez répondre en commentaire en justifiant votre réponse et en indiquant tout ce qu'on doit faire au niveau du bilan. Avant de vous donner la réponse à cette question que je vous ai posée la dernière fois, j'aimerais bien vous clarifier une chose importante en comptabilité, c'est qu'un bilan comptable s'effectue à des dates bien précises. Par exemple, une entreprise peut choisir d'établir son bilan au début de chaque année. Au 1er janvier, par exemple, elle va établir le bilan initial et à la fin de l'année,
au 31 décembre, il va établir un bilan final. Et donc, par définition, un bilan comptable reflète une image fidèle du patrimoine de l'entreprise à l'instant même où il est établi. Et bien sûr, ce patrimoine, d'une date à l'autre, n'est pas le même. Ce patrimoine peut évoluer soit à la hausse, soit à la baisse. Et ce qui évolue très rapidement dans ce patrimoine, c'est le stock de marchandises. Et il est important de savoir suivre cette évolution des marchandises en stock pour justement savoir les charges véritables liées à ce qui est vendu de ces marchandises. Je vous donne un exemple. Au 1er janvier, par exemple, vous avez un stock de marchandises de 5 unités. J'enlève ces images pour que ça soit clair. Donc, au 1er janvier, vous avez 5 chaises qui illustrent ici les marchandises de l'entreprise. Et à la fin de l'année, quand vous allez vérifier les marchandises en stock, vous allez trouver qu'il y en a 3. Est-ce que, avec ces informations, vous pouvez préciser combien de chaises ont été vendues? Si vous dites 2 parce qu'il reste encore 3 en stock alors qu'il y avait 5, la réponse n'est pas juste. Ou on ne peut pas savoir avec juste ces informations de stock initial et stock final. Parce que entre 1er janvier et 31 décembre, le stock de marchandises peut avoir des mouvements de sortie et d'entrée de marchandises, donc on ne peut pas savoir combien de marchandises ont été vendues sans avoir à disposition ces informations des mouvements de stock. Et principalement les marchandises entrées en stock. Parce que justement, ce qu'on cherche à savoir, c'est les sorties du stock qui reflètent les marchandises vendues. Si maintenant je vous dis que durant l'année, on a acheté encore 4 chaises. Ici, vous avez le stock initial, ici, vous avez les achats de marchandises, et là, vous avez le stock final. Alors là, c'est clair, la réponse peut être instantanée. Il y avait tout ça en stock depuis le début de l'année, et à la fin de l'année, il en reste que 3 chaises. Donc, la différence, c'est bien ce qui a été vendu par l'entreprise. Toutes ces chaises, moins le stock final, ça donne le nombre d'unités vendues par l'entreprise. Vous avez 5 plus 4 moins 3, ça donne 6 chaises vendues. Et cette formulation, ça peut marcher aussi avec des valeurs. Par exemple, le stock initial était à 50 euros. On en a acheté encore 40 euros de chaises et l'évaluation finale du stock, c'est 30 euros, ce qui donnerait le coût d'achat des marchandises vendues de 60 euros. Donc, au compte de résultat, ce qui va être évalué comme charge, ce n'est pas l'achat de marchandises, mais bien le coût d'achat des marchandises vendues. Et ce coût d'achat des marchandises vendues se calcule par la formule suivante. Vous avez le stock initial plus l'achat de marchandises moins le stock final. Cette formule est importante, je vais la réécrire. Le coût d'achat des marchandises vendues égale achat de marchandises plus stock initial moins stock final. Et ça peut s'écrire aussi achat de marchandises moins la variation de stock qui se calcule par stock final moins stock initial. Cette partie-là, c'est la variation du stock. Maintenant, je reviens à ma question d'avant. D'abord, je dois rectifier fournisseur dans ce bilan, c'est 11 000 et pas 16 000, parce qu'il y avait une erreur de calcul dans les opérations d'avant. Alors, je précise la question. L'entreprise a acheté durant l'année 1 000 euros de marchandises. Elle a vendu la moitié de ces marchandises à 800 euros. Alors, dans ce cas, il faut calculer le résultat et clôturer le compte de résultat. Et reporter ensuite soit le bénéfice, soit la perte au bilan. Pour établir le bilan final, mais il faut que ça soit équilibré. Si j'applique ma formule à ces charges, je vais ajouter le stock initial qui est de 0 parce qu'au début de l'année, il n'y avait pas de marchandises dans ce bilan. Et je réduis le stock final qui est la moitié de ces marchandises qui restent en stock. Donc 500 euros. Et tout ça va nous donner le coût d'achat des marchandises vendues. Vous avez 1000 moins 500, ça fait 500 euros.
Donc, ce qu'il faut comptabiliser comme charge, c'est uniquement ces 500 euros. Et les autres 500 euros, c'est des marchandises qui restent en stock, donc doivent figurer au stock final ici. Maintenant, il reste à calculer le résultat de l'entreprise. Ce n'est pas une perte, mais bien un bénéfice. Parce que 800 euros moins 500 euros, ça donne un résultat de 300 euros. Ces 300 euros, c'est un bénéfice qui s'ajoutera comme une nouvelle ressource au passif du bilan, sous la catégorie du capital. Maintenant, il faut calculer le total passif et le total actif. Je dois avoir la même chose. Je fais cet exercice avec vous. J'espère que j'aurai le même total. Alors, au passif, j'ai 76 300 et à l'actif, j'ai la même chose, 76 300. Et donc ça représente le bilan final qui sera en même temps le bilan initial de l'année suivante. Vous avez remarqué que dans cet exercice, j'ai présenté les modifications sur le bilan après chaque opération effectuée. Mais pratiquement, l'établissement du bilan, ça s'effectue en général une fois par an. Alors à ce stade, on peut se poser la question où l'entreprise enregistre ses opérations au fur et à mesure qu'elles se produisent. La réponse, c'est le livre journal. C'est un document dans lequel l'entreprise enregistre au jour le jour chaque opération effectuée. Et puis vous avez ce qu'on appelle le grand livre ou bien le livre des comptes dans lequel on apporte des modifications sur chaque compte en fonction des opérations effectuées. Et ces comptes peuvent être représentés sous forme de T. Cette forme de représentation des comptes est très intéressante en comptabilité. Alors chaque compte en comptabilité peut se présenter sous cette forme-là. À gauche, on a la lettre D et à droite, la lettre C. D pour débit et C pour crédit. Et là, au milieu, on met le titre du compte. Maintenant, je vous entends presque dire c'est quoi d'abord débit et c'est quoi crédit. Bien, vous avez tout à fait raison. Il est important de bien saisir la signification de ces deux lettres pour bien enregistrer correctement les mouvements du compte. Comme vous le savez, un bilan comptable et un compte de résultat se composent de différents comptes aussi bien au passif, actif, charges et produits. Et tous ces comptes peuvent être présentés sous cette forme-là, avec toujours les mêmes lettres D à gauche et C à droite. Mais la signification de D et C peut varier en fonction qu'on soit au passif, à l'actif, au produit ou aux charges. Je commence d'abord par l'actif. Un compte d'actif augmente au débit et diminue au crédit. Là, vous avez toujours débit, là, crédit. Et dans ce sens, le mot débit représente l'augmentation du patrimoine de l'entreprise. Et le terme crédit représente la diminution du patrimoine de l'entreprise. Le patrimoine de l'entreprise, c'est bien tout ce qu'elle possède. Si par exemple, une entreprise achète une machine, eh bien, la valeur de cette machine va faire augmenter le patrimoine de l'entreprise. Si sa valeur, par exemple, est 20 000 euros, on va simplement augmenter le compte machine de 20 000 euros au débit. Ici, par exemple, la valeur de cette machine se perd avec le temps, avec par exemple une estimation de 4 000 euros, c'est bien ce qu'on appelle les amortissements. Eh bien, cette perte de valeur, c'est une diminution du patrimoine de l'entreprise. On doit donc l'enregistrer de l'autre côté du compte machine, sans mettre le signe moins parce que de ce côté-là, c'est des diminutions. Et dans ce cas, comment savoir la valeur réelle de cette machine? Eh bien, on peut le savoir en clôturant le compte machine. Clôturer un compte revient à calculer le solde du compte. Mais ça, je vais y revenir plus tard avec plus de détails pour se concentrer sur une chose à la fois. Là, par exemple, ce serait un solde débiteur de 16 000 euros. C'est simplement la différence entre 20 000 et 4 000. Et 16 000 euros, ça représente la valeur réelle de cette machine. Maintenant, je viens à un compte de passif. Et là aussi, vous avez toujours au même endroit le D et le C. Et là, vous mettez l'intitulé du compte. Alors, à l'inverse d'un compte d'actif, un compte de passif augmente au crédit et diminue au débit.
Mais ça signifie quoi exactement, ces diminutions et ces augmentations? Comme vous le savez maintenant, le passif représente en général les dettes de l'entreprise. Et donc, dans ce cas, le crédit du compte de passif représente une augmentation de dette. Et le D, c'est la diminution de la dette en question. Si on réfléchit bien, ces mouvements au passif et à l'actif ont le même sens. On a dit que le crédit à l'actif, ça représente la diminution du patrimoine. Mais on peut interpréter l'augmentation de la dette de l'entreprise comme une diminution du patrimoine aussi. Si la dette augmente, c'est que le patrimoine de l'entreprise diminue. Et à l'inverse, une augmentation de patrimoine de l'entreprise à l'actif qui se passe au débit est un peu pareil que la diminution de la dette de l'entreprise. Une diminution de la dette de l'entreprise peut se voir et s'interpréter comme une augmentation de son patrimoine. Et là, j'ai une idée pour vous expliquer que cette contradiction apparente entre les mouvements d'augmentation et de diminution entre passif et actif n'en est pas véritablement une, mais bien au contraire. Vous pouvez voir ça comme en maths par exemple, vous avez des valeurs positives après zéro et vous avez des valeurs négatives avant zéro. Imaginez que les valeurs positives représentent l'actif ou bien le patrimoine de l'entreprise et les valeurs négatives représentent la dette de l'entreprise. Quand on va dans ce sens, le patrimoine augmente. Et quand on va dans l'autre sens, le patrimoine diminue. Or, quand on va dans ce sens-là, qu'est-ce qui se passe à la dette ou bien au passif? Eh bien, ça diminue. Et qu'est-ce qui se passe à l'actif? Eh bien, ça augmente. Vous voyez bien que la diminution de la dette qui se passe au débit du compte de passif a la même signification que l'augmentation du patrimoine qui se passe au débit du compte actif. Et l'inverse est vrai, quand on a une diminution de notre patrimoine, on a une augmentation de la dette. C'est bien ce qui est représenté ici par ce signe d'augmentation au crédit d'un compte passif. Mais en même temps, au niveau actif, on a une diminution de notre patrimoine. C'est bien aussi ce qui est représenté ici, ce côté-là du compte d'actifs. Je ne sais pas si cette idée vous clarifie un petit peu ces signes opposés entre un compte d'actifs et un compte de passifs. En vrai, cette différence va dans le même sens, soit une augmentation du patrimoine ou une diminution. Maintenant, les mouvements du compte de résultat, c'est un peu la même chose que ce qui se passe au bilan. Pour les charges, on a la même évolution que les comptes de l'actif. Parce que tout simplement, les charges n'est rien d'autre qu'un patrimoine qui ne se récupère pas par l'entreprise. Alors que l'actif, c'est un patrimoine, mais qui garde une valeur dans l'entreprise. Donc les comptes de charges ont la même évolution que les comptes de l'actif, c'est-à-dire augmentent au débit et diminuent au crédit. Et les produits ont la même évolution que le passif, parce que les produits, c'est aussi des ressources qui proviennent principalement de l'activité de l'entreprise. Donc, on va voir ici la même évolution qu'un compte de passif, c'est-à-dire diminution au débit et augmentation au crédit. Maintenant, pour bien retenir ces mouvements, c'est très facile. Il suffit normalement de retenir un seul mouvement et vous pouvez en déduire tout le reste. Si par exemple, vous retenez ce mouvement-là à l'actif, ça augmente au débit. Alors vous savez que l'autre côté, c'est l'inverse. Donc là, vous avez le mouvement à l'actif. Mais vous savez très bien qu'au passif, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si au débit, ça augmente à l'actif, au passif, vous aurez une diminution. Et vous savez que l'autre côté, c'est toujours l'inverse de ce côté-là. Donc, une augmentation. Et si vous arrivez à avoir ces mouvements de l'actif et le passif, vous savez que les charges et produits, c'est un peu la même chose. Vous placez les flèches dans le même ordre. Augmentation ici à l'actif, augmentation ici, diminution ici, augmentation, augmentation. Et il faut savoir que ces mouvements, soit ça représente une augmentation du patrimoine ou sa diminution. Et toujours, vous avez un sens opposé entre la dette et le patrimoine. Une diminution de la dette représente une augmentation du patrimoine.
Et l'inverse est vrai aussi. Je vais vous donner un exercice pour mettre en pratique la manière d'utiliser les schémas en T que je vous ai présentés la dernière fois, qui se présentent sous cette forme-là, aussi bien au passif, à l'actif, au produit et aux charges. Et toujours débit à gauche, crédit à droite. Et pour les mouvements, vous avez des augmentations aux extrémités. Pareil pour les comptes de charges et produits. Et ces autres côtés, il y a des diminutions. Maintenant, avant de mettre en pratique tous ces mouvements que je viens d'illustrer dans ces schémas, j'aimerais bien vous rappeler brièvement le sens ou l'idée générale que vous devez avoir de ces quatre notions, le passif, l'actif, les charges et produits. Vous avez d'abord les ressources financières qui s'enregistrent au passif. Ces ressources financières vont être utilisées d'une certaine manière, ce qui va être enregistré à l'actif. Mais dans cette utilisation, il y aura une perte de valeur, ce qui peut être illustré par les charges. Et cette perte de valeur illustrée aux charges n'est supportée par l'entreprise que pour générer des nouvelles ressources appelées produits. Et si on retire de ces ressources la valeur perdue du patrimoine illustré par les charges, il restera ce qu'on appelle le résultat de l'entreprise. Dans le cas où ces produits sont supérieurs aux charges, on va avoir un résultat positif, c'est ce qu'on appelle un bénéfice. Et ce bénéfice pour l'entreprise, c'est une nouvelle ressource qui va s'ajouter au passif. Et donc, en quelque sorte, pour mettre en relation toutes ces notions et se souvenir de leur signification, vous avez une sorte de machine qui génère de l'argent en continu. Vous avez des ressources au passif, ces ressources vont être utilisées d'une certaine manière à l'actif, et dans cette utilisation, il y aura une perte de valeur qui s'enregistre comme charge. Mais l'entreprise espère générer plus de chiffre d'affaires pour couvrir ses charges et générer des nouvelles ressources qui s'ajouteront au passif. Je vous donne un exemple très simple pour illustrer ce que je viens de vous expliquer. Vous créez une entreprise par exemple avec, on va dire, 60 000 euros. Avec cet argent, vous installez votre entreprise, on va dire, à 50 000 euros, mais cette installation va entraîner des charges, on va supposer de l'ordre de 10 000 euros. Par exemple, le paiement des loyers, des salaires, de l'électricité, des frais de transport, etc. Tous ces paiements-là, l'entreprise ne peut pas les récupérer. C'est pour ça qu'on les enregistre comme charges. Mais ce bâtiment, par exemple, il garde une valeur dans l'entreprise. Ces chaises qui ne sont pas encore vendues gardent une valeur dans l'entreprise. Bref, tout ce que vous avez à l'actif garde une valeur dans l'entreprise. Mais avec les ventes, l'entreprise espère générer plus que les charges pour gagner de l'argent. Et cette différence qu'il y a entre produit et charge représente un bénéfice qui n'est rien d'autre qu'une nouvelle ressource pour l'entreprise. Et ce processus peut continuer et faire générer des nouvelles ressources à l'entreprise, ce qui va contribuer à son développement et sa progression. Bien maintenant, je vais vous présenter quelques cas très simples pour bien saisir ces mouvements. Et surtout, l'enregistrement dans des schémas en T de cette manière. Pour bien suivre ces démarches, je vais garder de côté ce schéma qui montre bien les augmentations et diminutions des différents comptes du bilan et du compte de résultat. Je vais mettre ça à côté ici. J'espère que ça reste visible pour vous. Je vais simplement me référer à ce schéma pour vous expliquer et justifier les enregistrements que je vais effectuer à la suite de plusieurs opérations pratiques. Bien, je vais commencer avec une opération simple. La création d'une entreprise avec un capital de 35 000 euros. Alors, avant d'enregistrer cette opération dans un schéma en T, il faut savoir quel mouvement cette opération va générer sur le bilan. Un capital de 35 000 euros, il s'agit d'une ressource, donc on est au passif. Est-ce qu'il s'agit d'une augmentation de ressources ou une diminution? Bien sûr, c'est une augmentation de ressources. Donc, si on regarde bien les flèches dans ce cadre, les ressources augmentent au crédit. Alors, ce qu'on va faire, on va simplement enregistrer cette opération de cette manière. D à gauche, C à droite. L'intitulé du compte, c'est capital.
Et on va augmenter ce compte de 35 000 euros au crédit. Et on peut indiquer entre parenthèses qu'il s'agit de la première opération. Mais maintenant, la question, est-ce que avec cet enregistrement, notre bilan et compte de résultat est en équilibre? Certainement pas parce qu'on a augmenté le passif de 35 000 euros et l'autre côté, il y a encore zéro. C'est pour ça qu'il faut garder à l'esprit que chaque opération doit générer au moins deux mouvements pour que l'équilibre entre passif-produit et actif-charge soit respecté. Vous devez avoir une égalité entre le total de passif-produit et actif-charge. Ou encore, vous devez avoir pour chaque enregistrement l'égalité entre ce que vous allez inscrire au crédit et ce que vous allez inscrire au débit. Bien sûr, des différents comptes utilisés. Et pour savoir l'autre compte qui va faire cet équilibre, on va se poser simplement la question, qu'est-ce que l'entreprise va faire avec ce capital? Dans cette opération, on ne précise pas ce que l'entreprise va faire avec ce capital. Et donc, simplement, ce capital doit être déposé sur le compte bancaire de la société. Et ça, c'est une obligation légale. Et le fait de déposer ce capital sur un compte bancaire, on se retrouverait à l'actif, aux emplois. Donc, vous aurez une augmentation sur le compte bancaire de la même somme, 35 000 euros. Mais il faut bien savoir, est-ce que cette augmentation, on va l'inscrire au crédit ou au débit. Et pour répondre à la question, on va se référer à ce schéma à l'actif. Les augmentations d'un compte actif, ça se passe au débit. Eh bien, on va simplement enregistrer 35 000 euros au débit du compte banque. Et on peut référencer cette opération en mettant 1 entre parenthèses. C'est simplement le numéro de l'opération. Et là, vous voyez bien que cet enregistrement est bien équilibré. 35 000 euros au crédit, 35 000 euros au débit. Et à notre bilan, on aura la même chose au passif et à l'actif. Achat d'une machine à 15 000 euros, on va supposer par exemple qu'il y a un délai de paiement de 2 mois. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'on va faire pour enregistrer cette opération? Pour bien enregistrer cette opération, il faut penser au mouvement que cette opération va générer. Vous avez l'achat d'une machine. La valeur de cette machine va faire augmenter notre actif et cela va se passer au débit du compte machine. On va ouvrir donc le compte machine et on va mettre au débit de ce compte 15 000 euros. On peut mettre 2 entre parenthèses pour référencer l'opération. Maintenant, il faut trouver l'autre opération qui va faire l'équilibre avec ce qu'on vient d'enregistrer. Vous avez 15 000 euros au débit, vous devez penser à un autre compte où vous allez inscrire la même chose au crédit. Et pour trouver ce compte, on va se poser la question de où vient cette ressource de 15 000 euros. Vous avez ici un délai de paiement de 2 mois, ce qui signifie que ce 15 000 euros reste à payer à quelqu'un. Donc, c'est une dette qui se retrouve au passif. Et ce quelqu'un, c'est celui à qui on a acheté cette machine. Et en comptabilité, tous les achats s'effectuent avec des fournisseurs. Et donc, vous allez avoir une augmentation au crédit du compte fournisseur qui se trouve au passif. Parce que cette somme reste une dette envers lui. Ce que vous allez faire, c'est simplement ouvrir un compte fournisseur et enregistrer au crédit la même somme, 15 000 euros, entre parenthèses de l'opération. Et là, vous êtes en équilibre par rapport à cet enregistrement. Imaginez maintenant que vous payez un tiers de cette dette. On va ajouter par exemple la troisième opération, paiement d'un tiers de 15 000 euros au fournisseur. On va dire par la banque. Vous avez un tiers de 15 000 euros, ça fait 5 000 euros. Alors ce 5 000 euros va faire diminuer le compte fournisseur. Et puisque le compte fournisseur appartient au passif, les diminutions d'un compte passif se passent au débit. Donc ce que je vais faire, c'est simplement écrire 5 000 euros de l'autre côté parce qu'au débit d'un compte passif, c'est des diminutions. Opération 3. Et là, avec cet enregistrement de 5 000 euros au débit du compte fournisseur, je ne suis pas en équilibre.
je dois trouver un autre compte où je vais mettre la même chose au débit. Et pour trouver ce compte, on va se poser simplement la question par quel moyen j'ai payé ces 5000 euros. La réponse est clairement dans l'opération, vous avez ici par la banque. Donc la banque va diminuer de la même somme. Pardon, ici j'ai fait une erreur. Il faut chercher à augmenter un crédit d'un compte pour avoir l'équilibre. Et ce compte, c'est la banque qui va diminuer de 5000 euros au crédit. Parce qu'un compte actif diminue au crédit. Et pourquoi c'est une diminution? Parce que cet argent va sortir de la banque pour aller au fournisseur. Il ne faut pas faire l'erreur d'aller inscrire les 5000 euros ici au crédit de machine. Parce que la valeur de la machine reste toujours à 15 000 euros à l'actif. Ce qui change dans cette opération, c'est simplement le paiement d'une partie de cette dette par la banque. Je vais ajouter une quatrième opération. Imaginez par exemple que vous recevez une facture d'électricité, 150 euros. Cette facture va faire naître deux mouvements. D'abord, l'augmentation des charges au débit du compte électricité. C'est un compte de services et biens divers, mais vous avez aussi l'augmentation de la dette fournisseur au passif. Donc, vous aurez le compte électricité 150 euros au débit, opération 4 entre parenthèses, et fournisseur 150 euros au crédit. Je vais ajouter par exemple une autre opération, paiement de la facture d'électricité 150 euros. Alors dans ce cas, le paiement de la facture va faire baisser le compte banque à l'actif. Mais en même temps, ça va faire baisser la dette fournisseur au passif. C'est-à-dire que cette dette qu'on avait enregistrée au crédit va s'effacer en la notant de l'autre côté. Donc pratiquement, vous aurez le compte bancaire qui va diminuer de 150 euros et le compte fournisseur de la même somme au débit. Cinquième opération. Ici, vous avez remarqué que j'ai utilisé le même compte. Il y avait d'autres opérations, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que il faut savoir qu'on garde toujours le même compte pour enregistrer les différentes opérations qui impliqueraient le compte en question. Et on ne va pas ouvrir le compte fournisseur à chaque fois qu'on parle de fournisseur. Parce qu'à la fin de l'année, on doit clôturer tous les comptes et on calculera les soldes des comptes. Ça peut être un solde débiteur ou un solde créditeur. Alors maintenant, ce qu'il reste à vous présenter en comptabilité, c'est comment solder les comptes, mais aussi je vais vous présenter le livre journal et puis ensuite on va faire plein d'exercices pour se familiariser avec tout ce que je viens de vous présenter jusqu'à l'instant. Si je prends par exemple un compte n'importe, la banque par exemple, la banque est un compte actif, donc ça augmente au débit et ça diminue au crédit. Alors d'abord, ça veut dire quoi? Ça augmente au débit et ça diminue au crédit. Ça veut dire tout simplement que quand l'entreprise reçoit de l'argent sur son compte bancaire, on l'inscrit au débit. Et quand l'argent sort du compte bancaire de l'entreprise, on l'inscrit au crédit. Le compte bancaire de l'entreprise reçoit par exemple le paiement d'un client de l'ordre de 1500 euros. Cet argent-là, ça fait augmenter le compte bancaire, donc on l'inscrit au débit. Imaginez maintenant que l'entreprise paye une facture par la banque. 800 euros par exemple. Eh bien, cet argent sort du compte bancaire de l'entreprise. C'est pour ça qu'on l'inscrit au crédit. Je vais ajouter quelques autres entrées d'argent. Je mettrai au hasard 700 euros, 85 euros. Et dans les sorties, on va mettre 1200 euros et 5 euros. Eh bien, la banque continue à enregistrer chaque mouvement de la banque jusqu'à la fin de l'exercice comptable où elle doit clôturer le compte. Et clôturer un compte revient à calculer le solde du compte en faisant la différence entre le total débit et le total crédit. Alors, au débit, vous avez un total de 2285 et au crédit, vous avez 2005 comme total. Ce qui fait que le solde de ce compte dans cette situation est un solde débiteur de 280. Les 280, c'est simplement la différence entre le total débit et total crédit. Et par convention, les soldes débiteurs s'ajoutent dans la colonne du crédit. Et on peut très bien se passer de cette étape du calcul du total de chaque colonne.
et enregistrer directement le solde débiteur juste en dessous de ces différents chiffres qu'on a notés au crédit. Maintenant, si vous faites le total de tout ce qu'on a ici au crédit avec le solde, vous allez avoir la même chose que le total que vous avez au débit. Et ça signifie quoi, ce solde débiteur de la banque? Ça signifie que sur le compte bancaire de l'entreprise, on a 280 euros. Dans ce cas, je vous présente un compte actif qui augmente au débit et diminue au crédit. Maintenant, je vous présente un autre compte qui appartient au passif. Je prends le compte fournisseur par exemple. Je vous rappelle qu'un compte passif, ça augmente au crédit et ça diminue au débit. Et les comptes de passif, ça représente les dettes de l'entreprise. Le compte fournisseur, par exemple, c'est les factures qui restent à régler par l'entreprise au fournisseur. Imaginez par exemple que l'entreprise reçoit une facture de 200 euros. La somme de cette facture, on la note au crédit parce que un compte de passif augmente au crédit. Imaginez maintenant qu'on paye un quart de cette facture. Donc, on va réduire cette facture d'un quart et un quart de 200, c'est 50. On va ajouter quelques autres factures que l'entreprise reçoit des fournisseurs. On va dire par exemple 1300 euros et encore 1000 euros. Et dans l'autre côté, on va supposer que l'entreprise paye les factures suivantes, ou bien les montants suivants, 900 euros et 400 euros. Et on peut ajouter d'autres mouvements. On va s'arrêter à ces chiffres. Alors de la même manière, on fait la différence entre le total crédit et le total débit et on ajoutera la différence au débit. Pourquoi on ajoute au débit cette différence? Parce que le total de la colonne crédit est supérieur au total débit. Donc pour équilibrer, on ajoute le solde par convention ici. Et ça doit être un solde créditeur. Et cela signifie simplement que le total crédit est supérieur au total débit. Ce côté-là, vous avez un total de 2500 et la colonne de débit, c'est 1350. Et la différence fait 1150. Et on ajoute entre parenthèses solde créditeur. Maintenant, je vais vous présenter le livre journal. Il s'agit d'un document qui se présente de la manière suivante. Sur cette première colonne, vous avez les numéros des opérations. Sur ces deux colonnes, vous avez les numéros des comptes du plan comptable. Dans cette première colonne, on met les numéros des comptes à débiter. Et sur cette deuxième colonne, on a les numéros des comptes à créditer. Et l'enregistrement comptable des opérations se passe dans cette colonne. Là, on peut noter la date et là, on peut noter la référence de l'opération. Par exemple, facture, numéro tel, etc. Mais l'enregistrement proprement parlé se passe sur ces lignes-là. On commence toujours par les comptes à débiter. Et on peut avoir plusieurs comptes à débiter dans une même opération. Et on passe ensuite au compte à créditer. Là aussi, on peut avoir plusieurs comptes à créditer. Et on sépare les comptes à débiter et comptes à créditer par la lettre A. Je vous donne quelques exemples. Achat de marchandises, on va dire à 100 euros. L'achat de marchandises est une charge. On note ici le numéro du plan comptable. Je vous le présenterai peut-être plus tard. Et là, on met par exemple l'opération 1. Et sur cette autre ligne, on va mettre fournisseur parce que c'est le compte à créditer. Et là, vous êtes à la classe 4. Et vous mettez la même somme à la colonne du crédit. Je vais ajouter quelques autres opérations. Imaginez par exemple que l'entreprise paye cette facture au fournisseur. Donc on va débiter le compte fournisseur de 100 euros et on va créditer la banque de la même somme, 100 euros. La banque c'est la classe 5, le fournisseur classe 4. L'opération 2. Et ainsi de suite, on peut enregistrer au jour le jour toutes les opérations effectuées par l'entreprise. Je pense que ça deviendrait clair avec les exercices. Je vais vous présenter plusieurs exercices pour s'entraîner à maîtriser les différentes notions que j'ai abordées jusqu'à maintenant. Pour le livre journal, pour gagner de l'espace et enregistrer l'essentiel, je vais me limiter à ce cadre-là. Pareil pour les autres opérations. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les ajouter. Ça me permet de savoir ce que vous avez retenu et ce qui reste encore à expliciter. Et par rapport aux exercices, je commence tout de suite à les préparer.
Merci de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait.